Bonjour à tous. Il est 9h02, alors on va démarrer aujourd'hui. Je vais commencer par vous poser une question. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé les conférences de l'an dernier en visio? Elles sont disponibles. Levez la main pour ceux qui, pas ceux qui étaient là, mais ceux qui n'étaient pas là. D'accord. Et ben alors je vous encourage. Alors c'est peut-être pas aussi bien qu'une série Netflix, mais en tout cas les conférences de l'an dernier étaient enregistrées. Elles sont disponibles. Et parmi ces conférences, il y avait Denis Bonnet, qui est philosophe à Paris, et qui a essayé de trancher la controverse sur les machines sont-elles créatives. Alors c'était un exposé de philosophe, donc peut-être un peu loin de nos bases, mais assez intéressant. Spoiler alerte, il a conclu que oui, les machines étaient capables de créativité. Et c'est un débat en fait qui anime aussi tous les gens, les artistes qui travaillent dans les industries créatives et culturelles. En juin dernier, il y a eu la rencontre à Rennes du collectif Creative Machines, qui sont plus un collectif d'artistes et qui s'inquiètent beaucoup justement de l'IA générative et de l'impact en fait dans les métiers de la création. Alors il y a eu un truc très intéressant d'ailleurs sur cette rencontre Creative Machines. Il y a eu une session, une jam session un week-end où des mentors et des jeunes ont fait un court-métrage en utilisant des outils d'IA Gen. Spoiler alerte, eux ils concluent que les machines ne sont pas créatives et que l'humain est vraiment au cœur de la créativité. Et d'ailleurs vous pouvez voir ces courts-métrages, ils sont disponibles sur YouTube, c'était super intéressant. Donc ces questions en fait de est-ce que les machines sont créatives? C'est une question récurrente et on a souhaité cette année continuer ce débat, cette controverse, en l'éclairant avec un jour un peu nouveau et sous le regard du droit. Et pour ça, on est vraiment très heureux d'accueillir Stéphanie Lecam, qui est maître de conférence en droit à Rennes 2. Donc petite particularité que peut-être vous expliquerez après. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a que du droit à Rennes 1, non, il y en a aussi à Rennes 2. Vous dirigez l'Institut des sciences sociales du travail et vous êtes également impliqué beaucoup dans des sociétés d'auteurs, donc je crois que vous allez le présenter. Et vous êtes également vice-présidente du Conseil culturel de Bretagne et à ce titre, en 2024, vous avez coécrit un rapport sur l'impact de l'IA sur la création, le droit, la propriété intellectuelle. Donc c'est d'ailleurs ce rapport et sa lecture qui nous a fait penser que vous étiez la personne idoine pour justement nous présenter cette thématique sur le regard du droit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment de votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous pour vous parler de ces sujets ô combien importants. Et je vais peut-être effectivement rajouter pour ma présentation le fait que je dirige un syndicat d'auteurs et autrices du livre, principalement impacté par les problématiques d'intelligence artificielle générative de contenu, puisque vous imaginez que les traducteurs actuellement et les illustrateurs sont évidemment inquiets de voir ces IAG les concurrencer. Donc ça donne aussi peut-être à voir là un positionnement qui évidemment, enfin j'essaierai de rester neutre pendant cette conférence d'1 heure, mais disons que peut-être c'est aussi l'occasion de porter la voix de celles et ceux qui sont aussi inquiets, parce qu'actuellement, face à ces enjeux de transformation du travail, ils sont finalement confrontés à des baisses d'activité, des pertes de revenus, je vais vous en parler, et surtout, ils sont, je dirais, dans un cadre juridique assez flou, assez opaque, qui mérite encore d'être façonné et de prendre en considération l'ensemble des intérêts qui sont en concurrence. Je vous remercie infiniment de votre attention et je voudrais juste vous dire, voilà, l'objectif c'est quand même que, ce soit interactif. Alors je sais que on a prévu un temps d'échange à l'issue de cette conférence, mais n'hésitez jamais à lever la main si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, si vous avez besoin de poser une question ou si vous avez besoin de compléter avec une observation. Il n'y a aucun souci. Je veux dire, l'objectif, c'est vraiment que vous repartiez avec quelque chose. Alors, j'avais décidé pour cette intervention d'abord de vous présenter le cadre juridique flou. Voilà, je sais que vous n'êtes pas juriste. Il n'empêche qu'il y a peut-être quand même des éléments que vous devez pouvoir positionner, voir ensuite les impacts pour les métiers de la création, en particulier en Bretagne où effectivement on a fait une étude de terrain. Et puis vous présenter les préconisations qui ont été portées par le Conseil culturel de Bretagne. Peut-être l'occasion aussi de rappeler que c'est une assemblée consultative qui œuvre au sein de la région Bretagne sur toutes les questions de culture, de patrimoine, de tourisme. Et donc on s'est amusé en quelque sorte à prompter, vous avez vu, culture bretonne vue par une IA. Et je suis assez surprise d'ailleurs de voir dans cet amphithéâtre qui est basé à Rennes, donc en Bretagne, que personne ici n'est venu avec cet accoutrement de breton, puisque c'est quand même la tenue officielle depuis 2024. Bref, tout ça pour peut-être aussi remettre dans le contexte, c'est-à-dire qu'on parle
d'une technologie évidemment qui brasse des quantités astronomiques de données. Moi, je suis juriste, alors je vais pas vous faire un cours sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle, heureusement. Simplement, vous sensibiliser aux enjeux juridiques et à commencer par cette question, c'est que cette aspiration de quantité astronomique de données, est-ce qu'elle implique le droit de la propriété intellectuelle? La question mérite d'être posée, la réponse n'est pas si claire en réalité. C'est-à-dire que même quand on s'associe à des spécialistes de l'IA, ceux-là sont assez embêtés de nous répondre oui ou non. C'est-à-dire qu'il y a des nuances, évidemment. Est-ce que vous savez ce qu'est le droit d'auteur? Le droit d'auteur, c'est le droit d'autoriser et d'interdire la reproduction et la représentation des œuvres de l'esprit. Je vais vous poser une question toute simple. Si demain vous organisez une soirée de lancement de votre année universitaire et que vous passez de la musique pendant cette soirée de lancement, cette soirée est privée. Est-ce que vous devez obtenir l'autorisation des titulaires de droit sur les contenus musicaux que vous passez pendant cette soirée? La question est très importante. Il y a en jeu un voyage pour 2 personnes en Nouvelle-Zélande à gagner pour celui qui me trouve la bonne réponse. Alors, est-ce qu'on demande ou pas une autorisation SACEM pour passer de la musique dans une soirée étudiante? On espère que non. Mais la réponse est oui. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je représente de la musique en dehors du cercle de famille, vous êtes une grande famille, on le sait, mais pas au sens où juridiquement on l'entend. Donc, vous êtes soumis, à l'obligation de demander une autorisation préalable à la SACEM. Certains le font, certains ne le font pas, et ceux qui ne le font pas sont souvent rappelés de le faire. Alors, c'est pas en soi un problème, c'est le paiement d'un forfait pour passer la musique, et ça permet, si vous voulez, de rétribuer les auteurs qui sont derrière les compositions musicales. Et c'est là la question, justement, ça fait écho forcément à notre sujet, l'intelligence artificielle. Est-ce que quand j'aspire des données en vue d'entraîner un modèle d'IAG, ça concerne le droit de la propriété intellectuelle? Ça, c'est une première question. Alors, à cette première question, d'un point de vue juridique, on est bien gêné, on pense qu'il y a reproduction, on n'est pas vraiment certain. Donc, on a fait comme s'il y avait reproduction en mettant en place, en quelque sorte, une exception au droit d'auteur. Vous savez, vous avez la possibilité de faire des copies privées parce que on a mis en place une exception de copie privée qui finalement vous dispense de l'obligation d'aller demander au titulaire de droit une autorisation pour faire une copie privée. C'est une exception au droit d'auteur. Vous voyez la différence entre le droit d'auteur et l'exception au droit d'auteur, c'est que finalement c'est une tolérance qu'on accorde au public pour faire certaines choses sans l'autorisation des titulaires. Et de la même façon, en 2019, le droit de l'Union européenne a accordé une exception dite TDM, exception Text and Data Mining, de manière, si vous voulez, à faire comme si on pouvait se dispenser de l'autorisation des titulaires de droit pour procéder à des fouilles de données. Alors, c'est quand même important de se dire qu'on est en 2019. On est en 2019, donc on est quand même 3 ans avant l'arrivée de ChatGPT et de tous ces modèles d'IAG qu'on connaît aujourd'hui et qui, en quelque sorte, ont pu, si vous voulez, nous montrer les opportunités avec l'intelligence artificielle générative de contenu. Ça questionne la fabrication d'un nom parce que je peux vous assurer qu'en 2019, celles et ceux qui étaient autour de la table des négociations à Bruxelles, pas rien du tout en IA, n'avaient aucune idée de ce que signifiait réellement la fouille de données. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a légiféré sans savoir vraiment sur quoi on légiférait. Alors qu'est-ce qu'on a décidé en 2019 ? Oui, les juristes aiment bien faire des copier-coller de textes. Je vois bien que ça rend le cours très attrayant. Vous avez envie d'aller lire chaque ligne de cet article 3 de la directive. Rassurez-vous, je vous remettrai mes slides à la fin. Vous pourrez y revenir. Mais pour faire un résumé, on a accordé 2 exceptions. La première, c'est l'article 3. La fouille de texte et de données à des fins de recherche scientifique. Ici, en gros, on autorise les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel à procéder à des fouilles sur les données, dès lors que c'est à fin de recherche scientifique. C'est une première exception qu'a consacrée en 2019 le droit de l'Union européenne. S'en est suivi une seconde, dont on a appris par la suite qu'elle avait été l'objet d'un lobbying assez puissant de la part de certaines entreprises de la tech qui, elles, savaient très très bien ce qu'on allait faire avec la fouille de données en 2019, contrairement aux juristes qui étaient présents et qui, globalement, panaient absolument rien à la notion de fouille de données. L'article 4 nous dit la chose suivante, c'est une exception pour la fouille de données au sens large, et cette fois-ci, c'est de dire, en gros, tout le monde peut en faire, pour n'importe quelle finalité,
à condition qu'on respecte le droit de réserve du titulaire de droit. Autrement dit, si les titulaires opt-out exercent leur droit de retrait, vous disent non, là-dessus, vous ne fouillez pas. En fait, ça, je réserve mon droit, et donc vous n'avez pas la possibilité de procéder à des fouilles. À ce moment-là, vous devez respecter cet opt-out et ce droit de réserve pour les titulaires. Il en résulte quoi ? Il en résulte que quand on a 2 exceptions, article 3 pour les fouilles de textes et de données dans le cadre scientifique et un article 4 beaucoup plus large, avec un système de garde-fou qui a été mis en place, l'opt-out, on se retrouve avec un cadre juridique qui, a priori, devrait fonctionner, sauf que on n'a aucune idée à ce moment-là de la façon dont ça va se mettre en pratique. On l'a transposé ensuite, puisque vous savez qu'une directive, alors peut-être vous le savez pas, en fait, ça va être la petite minute droit européen, comment ça se passe pour la transposition. Les règlements sont automatiquement appliqués en droit français. Les directives doivent nécessiter une transposition pour être applicables en droit français. Ça a été le cas de cette directive et de ces articles 3 et 4 qui sont entrés en droit français par un système d'ordonnance. Alors c'est un peu complexe, mais pour tout vous dire, on était en pleine période Covid. Vous vous souvenez de la période Covid ? Et donc ça a nécessité une réflexion autour de la transposition. On n'est pas passé par le Parlement, on a fait ça par la voie, je dirais, un peu exceptionnelle de l'ordonnance. Et donc concrètement, on a mis en place le texte sans débat parlementaire, sans aucune espèce de réflexion sur ce qu'allait impliquer la fouille de textes et de données. Ce qu'on peut regretter évidemment, puisque, si vous voulez, aujourd'hui, on se retrouve, et c'est ça qui est important, on se retrouve avec, à la table des concertations, d'un côté des développeurs d'intelligence artificielle qui nous disent « Mais attendez, nous, on est dans notre bon droit. Vous nous avez accordé la possibilité, par voie de directive transposée en droit français, de procéder à des fouilles dans les données qui sont disponibles. Et puis finalement, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il faut changer le droit. Sauf que changer le droit à l'heure où on va, à l'heure où va l'intelligence artificielle, on voit c'est très compliqué. Alors le problème aussi, c'est que cet opt-out, il ne fonctionne pas. En gros, on vous dit si vous ne voulez pas qu'on fouille vos données, vous pouvez exprimer ce droit de réserve en opt-out. Nous, on a fait l'expérience avec des auteurs de bandes dessinées, notamment avec Frédéric Maupomet, qui est à l'origine de cette série de BD que je vous conseille de lire si vous n'avez pas grand-chose à lire en ce moment. Lui, il a opt-out partout parce qu'il est assez alerté sur la question de l'intelligence artificielle depuis 2022, et donc il a exercé son droit de réserve. Est-ce que ça fonctionne ? Ben non, parce qu'en fait, quand il va sur les bases de données publiques, il reconnaît encore sa bande dessinée, alors même qu'il a opt-out partout. Pourquoi ? Tout simplement parce que techniquement, ces efforts sont annihilés avec les négligences de ses partenaires. Il suffit qu'il ait un libraire qui adore son travail, qu'il le mette sur son blog pour pouvoir, j'en sais rien, on va faire une critique positive de son travail. La photographie de sa bande dessinée est automatiquement remise dans le pot commun et peut être susceptible d'être fouillée, aspirée en vue d'entraîner un modèle d'IAG. Donc si vous voulez, c'est ça qui est compliqué, c'est que techniquement, l'opt-out, en fait, il sert pas à grand-chose. Et puis surtout, quand bien même tout le monde respecterait son opt-out, pour vérifier que l'œuvre n'a pas été aspirée, il s'agirait de faire confiance aux développeurs de l'IA, de dire, voilà, vous êtes sûr, vous l'avez bien respecté mon devoir de réserve ? Oui, il n'y a pas de problème. Dans nos bases, vos œuvres, elles n'y sont pas. Il n'y a pas encore une manifestation de l'obligation de transparence. On n'a pas accès aux bases de données parce que la majorité des entreprises de la tech nous disent attention, secret des affaires. On va pas non plus vous expliquer comment on bosse. Donc vous ne pouvez pas accéder et vérifier finalement que votre opt-out a été respecté. Donc, pour résumer, j'espère que au bout de 10 minutes, vous vous dites pas que le cadre juridique est quand même, ce sont des données qui sont évidemment très complexes, mais vous voyez bien, c'est très opaque parce que on se retrouve avec une exception qui a priori ouvre le champ des possibles, mais qui, parce que le garde-fou qu'elle prévoit ne fonctionne pas correctement, nous pose la question de savoir si finalement elle tient juridiquement. Et c'est là tout l'enjeu des futures décisions de justice qu'on attend. On est un peu en retard en France. Aux États-Unis, ils ont commencé depuis longtemps.
Nous, en France, on n'a pas encore lancé de vraies procédures judiciaires. Et donc, tout ce cadre-là n'attend que d'être maintenant apprécié par le juge pour voir si les équilibres sont respectés. Puisque si l'équilibre n'est pas respecté, on peut peut-être éventuellement douter que l'exception TDM, qui pour l'instant est la clé utilisée par les développeurs d'IA, sera demain finalement acceptée en tant que telle comme une excuse pour contourner le droit d'auteur. J'espère que je suis assez claire, mais pour vous dire, et ça c'est peut-être finalement une prévision, alors je suis pas Madame Soleil, mais j'essaye simplement peut-être de vous donner des pistes pour comprendre les enjeux juridiques de demain. On a en quelque sorte, en droit international de la propriété intellectuelle, une recherche permanente d'équilibre entre les enjeux qui sont en concurrence. Il y a les auteurs à protéger, mais il y a aussi le public. Et puis il y a aussi les exploitants des œuvres. Et donc tout ça fait que on accepte qu'il y ait des exceptions, mais à condition que celles-ci respectent ce qu'on appelle le triple test. Je vous ai fait un résumé ici. Il faut que l'exception ne concerne que quelques cas particuliers. Il faut que l'exception, en tout cas que la reproduction ne soit pas en conflit avec l'exploitation normale de l'œuvre. Et il faut que l'exception ne porte pas indûment préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur. Et à ce titre-là, moi j'ai l'intime conviction en tant que juriste que les exceptions TDM, autant l'article 3 sur la recherche scientifique, passe sans doute le triple test, autant l'article 4, avec un opt-out en carton qui ne fonctionne pas correctement, je pense qu'elle ne passe pas le triple test. Donc ce sont les prochaines décisions de justice qui nous le diront. Il faut attendre. Généralement, on a une dizaine d'années devant nous avant d'avoir un cadre juridique à peu près stable. Vous voyez un peu, ça questionne aussi la fabrication de la norme. C'est que j'imagine les développeurs de l'IA, voulant investir massivement sur des choses qui peut-être demain seront retoquées au plan juridique. Donc on voit qu'on est vraiment dans une instabilité qui n'est pas appréciée. Alors, juste, je vous ai fait alors oui, il y a beaucoup de textes parce que je vous remettrai tout ça, parce que je sais que vous avez impatience. Ce week-end, vous allez relire tout ce que vous avez appris cette semaine et donc vous le redirez les décisions Ross et Meta Platform. Aux États-Unis, ça avance un peu différemment. Eux n'ont pas l'exception TDM, l'exception Text Data Mining. Ils ont le Fair Use. Globalement, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que c'est plus large, puisque nous, on a une liste d'exceptions. Eux, ils ont juste le Fair Use, qui est une grosse boîte dans laquelle ils mettent toutes les utilisations dites équitables, qui permettent justement d'assurer cet équilibrage entre les intérêts du public et les intérêts des auteurs. Et donc, on a deux décisions qui sont pas vraiment contradictoires, mais qui vont pas vraiment non plus dans le même sens, qui nous disent, c'est pas vraiment du Fair Use. Et puis qui nous disent ensuite, c'est un peu du Fair Use. Bon. On n'a pas encore, si vous voulez, de décision parfaitement sûre. Donc, vigilance absolue. Pour l'instant, on est quand même encore dans le champ du droit d'auteur et il semblerait que les développeurs de l'IA aient plutôt intérêt à faire attention et sans doute s'ils veulent vraiment entraîner leur modèle sur la base de données protégées au titre du droit d'auteur, ont très intérêt à se rapprocher des titulaires de droit pour faire des conventions et pour se mettre d'accord tout simplement. Ne pas laisser ce cadre opaque les placer dans une insécurité juridique et essayer justement de se mettre d'accord pour avancer. Alors ça, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir sur l'avant, ce qui se passe au moment où on entraîne. Et maintenant, la question que je voudrais poser avec vous, c'est qu'est-ce qui se passe de ces produits, pour ces produits générés par l'intelligence artificielle ? Alors, une première question qu'on va vite écarter, puisqu'elle a pas d'intérêt juridiquement, c'est est-ce que si je génère une image qui, a priori, est en tout point similaire à une image protégée au titre du droit d'auteur, est-ce que je m'expose à une sanction pénale et civile, c'est-à-dire est-ce que je suis un contrefacteur? Si je génère des images de Pikachu avec Midjourney, est-ce que je suis un contrefacteur? La réponse, elle est oui. Enfin, je veux dire là-dessus, c'est le même droit qui s'applique en dehors de l'intelligence artificielle générative de contenu, vous voyez? C'est-à-dire que vous procédez à une reproduction de l'image, vous faites des cartes postales, des slips ou des t-shirts, vous êtes un contrefacteur. Dès lors que vous n'avez pas eu l'autorisation de faire ces reproductions, eh bien c'est la même chose ici. Si vous reproduisez des images qui sont protégées au titre du droit de la propriété intellectuelle à l'aide d'une intelligence générative de contenu, vous êtes responsable de ce que vous produisez. Et si ce que vous produisez est contrefacteur, vous êtes un contrefacteur. Là-dessus, je ne développerai pas davantage, sauf à répondre à des questions complémentaires. Il y a quand même des problématiques qui se posent, c'est la responsabilité de celles et ceux qui éditent ces services d'IA à partir du moment où eux ont en tête de vous faire des activités contrefaisantes.
Je m'explique. Si vous pouvez demain générer des quantités astronomiques d'images de la Reine des Neiges ou d'images qui vous savez, vous mettre sous les traits de tel ou tel personnage déjà protégé par la propriété intellectuelle, on pourrait envisager qu'il y a quand même la création d'un modèle qui est de facto guidé par une volonté de porter atteinte à la propriété intellectuelle. Et donc là-dessus, si vous voulez, on pourra pas, je pense, les éditeurs de ces modèles-là ne pourront pas se cacher derrière la responsabilité dite des hébergeurs et devront évidemment accuser le coup parce que il y aura des conséquences juridiques à cela, si tant est qu'on les assigne, ce qui n'est pas tout à fait le cas non plus, puisqu'il y a quand même encore beaucoup d'actions qui ne sont pas suivies d'assignation, ou en tout cas de mise en demeure de cesser ces agissements. Là, je vous ai mis 3 exemples, mais quand on a, par exemple, la possibilité de reproduire des images à la façon de Steve McCurry, on est nécessairement dans une démarche qui pose une question au plan juridique. Et puis, ensuite, vient la question des régimes juridiques ou du régime juridique des produits synthétiques. Alors je vous ai mis 4 exemples, est-ce que je peux dire que je suis auteur dès lors que je génère, avec le prompt le plus sexy, le plus élaboré, le plus compliqué, est-ce que je peux dire que ce qui découle de la machine est ma propriété intellectuelle? Alors là-dessus, peut-être que ça va être un petit peu, pour le coup très juridique, mais j'aimerais quand même vous sensibiliser à la façon dont on gère la question de la protection des œuvres de l'esprit. Alors moi, ça va pas être en tant que philosophe, ça va être en tant que juriste. C'est-à-dire, est-ce que la machine est créative? Bon, en fait, on va déjà aller chercher à comprendre comment les règles fonctionnent en droit pour ensuite les appliquer à ces produits synthétiques. Laissez-moi donc rappeler rapidement que, d'abord, il y a un principe de définition négative et de définition positive. Qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit? C'est pas facile, ça, à répondre à la question, qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit? Apparemment, ça vient de l'esprit. Oui, mais si je prompte, ça vient quand même un peu de l'esprit. Alors, on va essayer de remettre un peu les choses dans le contexte. Le Code de la propriété intellectuelle nous dit d'abord ce que l'on ne prend pas en considération pour protéger les œuvres de l'esprit. Je vous fais rapidement un topo, ça prend 10 minutes, vous allez comprendre l'enjeu qu'il y a derrière, c'est d'attendre les prochaines décisions qui vont arriver. On ne prend pas en compte le genre, on ne prend pas en compte la forme d'expression, on ne prend pas en compte le mérite et on ne prend pas en compte la destination. Une explication là-dessus, le genre, tous les genres sont protégés. Je vous ai mis une petite anecdote, c'est à l'occasion d'une contrefaçon de films pornographiques qu'on s'était posé la question de savoir si les films pornographiques pouvaient être intégrés dans le champ de la protection du droit de la propriété intellectuelle. Ça ne s'invente pas, c'est une décision de Marc Dorcel de 86. Et à cette occasion, les juges nous disent oui, dès lors que ça ne constitue pas un étalage délibéré de violence et de perversion sexuelle dégradante pour la personne humaine, c'est protégé au titre du droit d'auteur. J'ai toujours une pensée amicale pour les magistrats qui ont dû regarder l'œuvre contrefaisante et l'œuvre contrefaite en vue d'établir en quoi l'une était la contrefaçon de l'autre. Bref, toutes les formes d'expression, a priori, ne sont pas excluantes. C'est-à-dire ne vont pas exclure un produit au prétexte que il n'est pas perceptible au sens. Et pour autant que c'est dit dans le Code de la propriété intellectuelle, on a quand même un champ d'application qui exclut les recettes, le parfum. Alors c'est important de le dire, on protège tout ce qui est perceptible à la vue, tout ce qui est perceptible à l'ouïe, tout ce qui est perceptible au toucher. Je pense, vous savez, aux livres d'éveil qu'on offre aux tout petits avec ces tissus très agréables au toucher. En revanche, le droit de la propriété intellectuelle exclut les recettes, mais protège le visuel. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le mythe de certaines recettes secrètes. En ce moment, il y a un contentieux qu'on attend. C'est celui qui oppose l'entrecôte à la chaîne de restauration Le Régent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fameuse sauce mythique de l'entrecôte. Je vous invite à regarder ça sur le net, mais c'est pour vous dire, la recette en tant que telle n'est pas protégée, elle échappe au droit de la propriété intellectuelle. De la même façon que le parfum en tant que fragrance échappe au droit d'auteur, à la différence de son contenu qui, lui, peut être protégé en tant que tel par le droit d'auteur. Et donc, on voit bien, il y a énormément de contrefaçons de parfums. Je vous ai mis des exemples très criants, mais vous voyez, ici, le juge avait dit que Pink Wonder était la contrefaçon de Miracle. Alors, on pourrait en douter. Et finalement, on sait le cheminement intellectuel du juge. C'est simplement de dire, en fait, c'est la même fragrance, mais comme je ne peux pas protéger la fragrance, je vais avoir peut-être une appréciation un peu élargie de la notion d'originalité du flacon pour dire, voilà, là, il y a quand même contrefaçon.
Voilà. C'est la même chose ici pour Nina Ricci contre Nadia. C'est la même chose ici pour J'adore d'un côté et J'adore de l'autre. On a, si vous voulez, a priori pas de protection pour le parfum, mais en tout cas pour le flacon, il n'y a pas de problème. Et puis globalement, on exclut tout ce qui va être dicté par la fonction. Si par exemple je suis dans un dossier en contrefaçon de canapé et que je remarque que sur les deux modèles, le modèle contrefait, le modèle contrefaisant, il y a des accoudoirs, c'est super, mais enfin bon, un canapé qui a des accoudoirs, c'est a priori normal. De la même façon qu'une voiture a des roues. De la même façon qu'une chaussure a une semelle. Vous voyez, tout ce qui va être forme dictée par la fonction échappe au droit d'auteur. Je vous ai mis des togos parce que les togos, c'est ce canapé qui était en vogue dans les années 80, qui coûte une blinde aujourd'hui. Me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, si vous en retrouvez un chez vos grands-parents, ne le jetez pas. Ne le jetez pas. Et donc concrètement, on a beaucoup d'imitations de Togo aujourd'hui, mais enfin on voit bien, c'est en raison des piqûres et des coutures, mais c'est pas la forme qui est dictée par la fonction. On voit bien la distinction entre les deux. Je vous ai mis un autre exemple flagrant, c'est les tire-bouchons, et vous avez bien vu que ce petit aspect qui va être exclu de la protection, c'est évidemment celui qui va servir de fonction au tire-bouchon. On ne prend pas en compte le mérite. Le mérite, vous avez peut-être fait une œuvre en 3 secondes, une œuvre en 10 ans. Cette œuvre vaut rien, cette œuvre vaut au contraire beaucoup d'argent. Ça n'a absolument aucune importance en droit de la propriété intellectuelle. Une œuvre estimée à plusieurs millions de dollars, de la même façon que toutes ces petites photographies qui sont sur le net et qui a priori ne sont pas adossées à une valeur économique, restent des œuvres potentiellement protégé au titre du droit de la propriété intellectuelle. C'est pas parce que c'est sur un compte Insta qu'on peut en faire ce qu'on veut. C'est important de le rappeler, ça aussi. Alors, je vous ai mis tout un tas de choses pour vous simplement vous montrer que en droit de la propriété intellectuelle, on a quand même une vision hyper libérale de ce qu'est une œuvre de l'esprit. Vous voyez, on est accueillant. On ne voudrait pas être un critique d'art, on ne voudrait pas être défenseur d'un art officiel qui dirait que d'un seul coup, mettre ses excréments dans une boîte de conserve, c'est pas de l'art. Au contraire, on est très accueillant, peut-être même un peu trop, mais en tout état de cause, tout ce qui est performance artistique et tout ce qui va être finalement, toutes ces œuvres-là entrent dans le champ de la protection du droit de la propriété intellectuelle. J'essaye de faire un petit clin d'œil au moins une fois par mois à notre chère amie Cindy Sander parce que je pense qu'elle a été largement sous-cotée en France et ça sera l'objet d'une conférence qu'on mettra au programme l'année prochaine. Alors, le mérite n'exclut pas et pourtant le mérite inclut. C'est arrivé de temps en temps qu'on ait des volontés de protéger des petites choses, des petites expressions. Là, c'était « t'as de beaux yeux », tu sais. Vous connaissez peut-être le film. De la même façon que le crack-boom U de Dutronc a été considéré en tant que tel comme suffisamment original pour être protégé. Non mais allô quoi, t'es une meuf et t'as pas de shampoing. Vous voyez ça c'est peut-être un peu vieux pour vous. Peut-être que la référence est un peu surannée. Je reverrai ça l'année prochaine. En tout cas, la destination, que ce soit pour votre propre compte, que ce soit pour le compte commercial, que ce soit pour le compte informationnel, on s'en fiche. Qu'importe où l'œuvre elle va, elle peut être l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur. Donc on a plein de décisions de justice qui vont protéger un motif de papier peint. Là, je pense à la designer irlandaise Orla Kelly. Évidemment, le sac à main Birkin d'Hermès. Vous voyez, je veux dire, on s'en fiche, quoi. Tout peut être protégé à partir du moment où l'œuvre est originale. Et c'est là où, justement, il faut être capable de prendre en considération ces éléments. Qu'est-ce que l'originalité ? L'originalité, c'est une création qui, a priori, est conçue et réalisée, même inachevée, qui va incarner l'empreinte de la personnalité de l'auteur. C'est très romantique, hein, mais le droit d'auteur est très romantique. Et donc, nécessairement, cette logique très personnaliste, elle prend du plomb dans l'aile quand on la compare à la manière dont on va réaliser des produits synthétiques par l'intelligence artificielle, puisqu'on se dit, juste un prompt, est-ce que c'est moi qui suis le créateur du résultat qui est l'origine du prompt ? C'est une vraie question juridique. Et donc, ce que je voudrais peut-être commencer par dire, c'est que, selon moi, mais évidemment, je suis pas magistrat, il faudra attendre les premières décisions de justice en France, mais selon moi, un prompt, ça reste qu'une commande. De la même façon que j'appelle un illustrateur pour lui demander de me faire une illustration en vue de réaliser une bande dessinée, je reste finalement un commanditaire. Et je crois que ce rôle de commanditaire n'est pas suffisant
j'en suis certaine d'ailleurs, le rôle de commanditaire n'est pas suffisant pour me permettre d'obtenir la qualité d'auteur du produit généré. Après, c'est vrai qu'on a des prompts de plus en plus complexes, extrêmement recherchés, et de là, on pourrait se dire, mais finalement, peut-être que dans ce cas de figure, il y a une intervention humaine qui est suffisamment forte pour questionner l'objet qui est généré. Le problème, c'est que on va réfléchir avec cette idée que finalement, on a des ingrédients qui sont multiples, mais la manière dont ceux-là vont être mobilisés pour générer le produit synthétique relève quand même de l'impensé. C'est-à-dire qu'au moment où je prompte et au moment où j'ai un résultat, le cheminement est totalement aléatoire. On n'est pas foutu de savoir pourquoi est-ce que ça a été dit, pourquoi est-ce que finalement le modèle nous propose ce contenu plutôt qu'un autre contenu. Et c'est tout ce cheminement-là intellectuel qui manque dans la démonstration qui fait qu'à mon sens, ce qui est généré synthétiquement ne peut pas faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur. On n'est pas capable d'expliquer le cheminement intellectuel. Alors, je vous ai donné un exemple là très concret. C'est un type qui avait fait cette photographie là de poisson dans une affaire qui est assez connue en droit d'auteur, mais c'est pour vous dire, je sais pas si vous trouvez l'image jolie, mais on s'en fiche si vous la trouvez jolie ou pas, parce que le caractère esthétique n'est pas pris en considération, appelez-vous indifférence du mérite. N'empêche que là, on a 2 poissons dans une assiette qui représentent la gastronomie marseillaise. Dans un appel d'offres, il envoie sa photographie à cette revue de presse. Donc si on les met côte à côte, vous voyez, il y a quand même 2 assiettes qui, a priori, se ressemblent vachement. Peut-être vous partagez pas ça, mais si vous regardez bien l'une, regardez, on a finalement un copier-coller de la photographie qui est simplement retournée, sur laquelle on a ajouté des poissons, en fait, pour symboliser la gastronomie marseillaise. Vous voyez le copier-coller de l'image? Donc là, on pourrait se dire, il y a quand même une reproduction d'une photographie qui, a priori, va générer une contrefaçon. Et pour autant, eh bien, le juge nous dit quoi? Nous dit non, puisque cette photographie n'est que une simple prestation technique. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'actuellement, sans parler d'intelligence artificielle, dès lors qu'on réalise quelque chose qui n'est finalement que le témoignage de l'élaboration de la technique, du savoir-faire technique, ça échappe au droit de la propriété intellectuelle. Donc, pour ça, pour vous dire que, j'avance un peu, pour vous dire que les images générées par l'IA, les films générés par l'IA, les musiques générées par l'IA et tout ce qui va avec, il y a quand même des chances que on leur reproche de ne pas être le travail purement personnel de l'humain et que cette abondance de technicité fasse que finalement le produit sera exclu du champ de la propriété intellectuelle. Alors, je vous ai mis une image qu'on pourrait comparer parce que, vous voyez, là, c'était un singe qui s'était pris en photo et puis, bref, on s'était posé la question de savoir si ça pouvait être protégé au titre du droit de la propriété intellectuelle. En France, la conscience créative qu'on nie aux animaux, elle est absolument indispensable pour pouvoir vous reconnaître la qualité d'auteur. Est-ce qu'on a vraiment une conscience créative quand on prompte ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de déterminer à l'avance le résultat qui va être généré par le modèle d'IA ? A priori, non. Simplement, on a des décisions qui arrivent du côté notamment des États-Unis. Alors, pour l'instant, ça a plutôt été excluant, même quasiment totalement excluant, sauf pour certaines explications. Alors, en Chine, par exemple, ils ont franchi le cap et ils ont considéré que ces photographies générées par l'IA étaient protégées au titre du droit d'auteur. Versus aux États-Unis, on a une décision récente du 30 janvier 2025. Peut-être avez-vous vu passer cette photographie, enfin cette image. Mais là, le juge dit bien la chose suivante, c'est que c'est l'intervention humaine a posteriori qui est tellement importante et qui fait l'objet justement d'un cheminement explicable qui nous permet de considérer que le rendu peut être déposé et être protégé au titre du droit de la propriété intellectuelle. Donc, si on fait un point rapide, on voit bien que malgré un esprit libéral du Code de la propriété intellectuelle à vouloir protéger le champ des possibles en matière littéraire et artistique, dès lors que ça devient trop technique, ça dégage. Et surtout, si l'intervention humaine, on n'est pas capable de l'expliquer, ça part aussi. Alors, ça en dit long parce que là, on est sur le régime juridique pur. Le droit d'auteur, c'est quoi ? C'est juste d'empêcher les gens de refaire comme nous. C'est-à-dire que si demain, on a que des produits générés par l'intelligence artificielle, le concept même d'interdire les uns et les autres de refaire ce qu'on a fait, il tombe.
Mais de la même façon qu'il y a plein de produits qui échappent à la propriété intellectuelle. Le premier type qui s'est dit, tiens, si je livrais des pizzas à domicile à l'aide d'un scooter, il s'est fait rapidement rattraper par la concurrence. Tout le monde s'est mis à faire ça et personne s'est dit, tiens, vous êtes en train de porter atteinte à mon droit de la propriété intellectuelle. Ça fonctionne aussi. C'est pas grave. On peut éventuellement aller sur le terrain de la concurrence déloyale si on estime qu'il y a quand même un parasitisme, parce que le type, il a pris quasiment le même logo que mon entreprise, il prend les mêmes couleurs pour, je sais pas, sur ses boîtes de pizza, il s'inscrit quand même largement dans mon champ d'intervention pour faire ce qu'on appelle un risque de confusion dans l'esprit du public. On aura peut-être ça encore qui nous permettra de s'en sortir, mais concrètement, il y a quand même de grandes chances que tout ça sorte du champ de la propriété intellectuelle. Après, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça peut faire? Si demain vous avez une grande majorité de produits générés par l'IA et que ça invisibilise complètement tout ce qui reste et tout ce qui a été fait par les humains, on aura finalement le concept même de rareté qui pourra interroger la légitimité de la propriété intellectuelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comment est-ce qu'il est encore acceptable d'imaginer que demain on va faire des conventions avec des titulaires de droit pour le 5% d'œuvres générées par l'humain qui resteront dans un océan de contenu généré par l'IA. Enfin, c'est une vraie question. Alors que vous pourrez choper des contenus synthétiques à bas coût sans aucune autorisation. C'est ça qui nous fait peur en réalité. C'est la rareté qui interroge la légitimité. Alors, il y a d'autres questions à se poser. Là, je vous ai mis un florilège de questions fiscales, sociales qu'on pourrait aussi évoquer. Par exemple, est-ce qu'un livre entièrement généré par l'IA, il bénéficie d'une TVA 5,5 ? Bon, ça va être la minute la plus ennuyante de la conférence, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que des enjeux de propriété intellectuelle. Il y a aussi des enjeux fiscaux, sociaux. On verra tout à l'heure qu'il y a aussi des enjeux économiques. Mais à ce stade déjà, c'est finalement, est-ce que si je génère entièrement des produits synthétiques, je suis encore un artiste-auteur, au sens du Code de la sécurité sociale ? Est-ce que je peux toucher des indemnités pour un congé maternité en tant qu'artiste-autrice dès lors que je génère uniquement des illustrations par Midjourney ? C'est une vraie question. Actuellement, les directeurs qui gèrent le directeur par exemple qui gère le régime social des artistes-auteurs se retrouve face à une problématique toute nouvelle, c'est qu'il a de plus en plus de créateurs de contenu, instagrammeurs et influenceurs qui toquent à sa porte parce qu'ils veulent en être, ils veulent être artistes-auteurs, ils considèrent qu'ils sont créateurs de contenu, que ceux-là sont originaux, qu'ils sont donc des artistes-auteurs et qu'ils peuvent bénéficier de ces dispositions sociales qui ont été spécifiquement mises en place pour les artistes-auteurs. Et cela, il se questionne, il dit non mais attendez, c'est des créateurs de contenu, ils font des morning routines le matin, c'est absolument pas créatif. Oui, mais ça génère des millions de vues et ça dégage des euros qui doivent bien être soumis à des cotisations sociales. Alors qui va prendre, si vous voulez, justement le temps de réfléchir à l'association de ces créateurs de contenu à des régimes déjà existants, mais dont les frontières sont, semble-t-il, assez opaques, en tout cas strictement interprétées actuellement. Donc il y a tous ces enjeux-là et alors nous on est ravis les juristes parce que nous on va peut-être se faire remplacer par des modèles d'intelligence artificielle qui généreront des contenus juridiques, mais en gros il y a tellement de problèmes juridiques qui découlent déjà des usages et c'est constant qu'a priori on a encore quelques années devant nous. Tout ça pour dire que on est là, si vous voulez, face à des enjeux donc juridiques flous. Est-ce qu'on aura des réponses tout de suite ? Non. Est-ce que les décisions de justice seront garantes de la sécurité juridique des opérateurs économiques ? Non plus, puisque le droit, ça bouge, ça évolue, au sens où ça peut être interprété et puis réinterprété. La jurisprudence, elle peut aussi bouger. Je voulais finir cette deuxième partie de conférence sur un joli face-nose vu par Dali, où on reconnaîtra le drapeau breton qui a été officialisé la semaine dernière, avec l'ambiance que vous avez en tête quand vous pensez au face-nose. Quels impacts pour les métiers ? Alors, c'est peut-être la partie la moins neutre, au sens où, évidemment, je la regarde avec une casquette de directrice d'un syndicat d'auteurs et autrices qui, actuellement, sont très impactés par l'IA. Je voudrais le dire. Les traducteurs, là, ont enregistré quasiment une baisse de 50% de leurs revenus. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais en même temps, quelle idée aussi d'être traducteur, il fallait faire un autre métier. Oui, mais eux n'ont pas vu le truc arriver, si vous voulez, suffisamment doucement pour éventuellement se réorienter professionnellement. Voilà. C'est que ce sont souvent en plus des métiers très précaires, compris, il faut bien le dire, une première rafale de problématiques avec la Covid en 2019,
et qui, en quelque sorte, ont à peine, vous voyez, surfé la première vague, que là, d'un seul coup, ils se reprennent un tsunami. C'est même plus une vague, c'est un tsunami. Et donc, nécessairement, les enjeux de transformation, comme ils ne sont pas accompagnés de politiques publiques fortes, bah là, en fait, on se retrouve avec un tunnel et on navigue un peu en eau trouble. On estime la baisse des revenus à 24% dans la musique, 21% dans l'audiovisuel et 56% dans la traduction et le doublage. Alors, chez les scénaristes et les réalisateurs, ce serait un peu moins, mais on serait quand même autour de 20%. On parle déjà de problématiques antérieures, hein, c'est-à-dire que ça s'ajoute aux 20% globalement qu'on estimait de perte d'activité depuis 20 ans. Donc, c'est-à-dire que là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est encore une activité professionnelle ? Est-ce que demain, le fait de créer pourra encore être exercé au titre d'un métier ? C'est une vraie question. Parce que l'activité, si elle ne rémunère pas, si elle ne rémunère plus, à partir du moment où elle doit, la conséquence, c'est que ça peut être finalement une activité de loisir qui pourra être pratiquée par des personnes qui peuvent soit se passer d'une activité professionnelle, parce que j'en sais rien, moi, ils sont dotés de fortunes personnelles qui leur permettent de se mettre en activité de création sans attendre une rémunération en contrepartie. Et donc, c'est ça qui nous embête aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de visibilité et qu'on est en train de se rendre compte que il y avait déjà une mise à l'écart de pas mal de franges socio-professionnelles moins favorisées dans les secteurs de la création, où très clairement, quand vous êtes dans la création, c'est que soit vous êtes rentier, soit vous êtes nanti, soit vous êtes marié à quelqu'un qui a un peu d'argent, soit vous avez pris un risque économique. C'est intérêt de rapporter rapidement parce que vous pouvez pas rester longtemps en activité. Un exemple, pour être scénariste, vous commencez à gagner de l'argent à partir de 5 ans d'activité. Généralement, faut être à Paris en plus, donc ça veut dire ça implique des contingences parisiennes qui sont un peu différentes de celles qu'on a à Rennes. Qui peut attendre 5 ans avant d'obtenir son premier salaire ? C'est une vraie question. Et donc nécessairement, nous, on a peur de ça. On a peur, si vous voulez, que d'un point de vue anthropologique, cette profession de créateur, demain, finalement, elle mette de côté, qu'elle se déleste en quelque sorte d'une frange socio-professionnelle très très importante. Alors, ça a une perte d'activité, c'est une perte de revenus. Pour une information, c'est tout bête, mais je trouve que c'est ça en dit long quand même. C'est le producteur de DreamWorks qui expliquait, que avec l'intelligence artificielle, il aurait besoin de 10% des moyens humains qu'il avait besoin auparavant et 10% du temps qu'il avait besoin pour faire un film avant. Alors avant, il mettait à peu près 5 ans pour faire un film, il avait besoin de 500 personnes. Donc ça veut dire que concrètement, demain, il aura besoin que de 50 personnes pour faire un film. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire des 450 autres personnes ? Est-ce qu'elles feront autre chose ? Est-ce qu'elles seront sur d'autres projets ? Et puis surtout, si on peut créer plus vite, qu'est-ce qui va en résulter ? Est-ce qu'on va faire plus de contenu alors qu'il y a déjà beaucoup de contenu ? C'est-à-dire que là, je vous parle d'une époque où, par exemple, il y a une surproduction éditoriale dans le secteur du livre qui fait que vous avez toujours une vingtaine de bouquins à côté de votre table de chevet. Vous savez pas si vous allez pouvoir les lire parce que vous en avez encore d'autres, etc., etc. Et donc, le temps d'attention qu'on peut consacrer à ces contenus, évidemment, est très variable, mais surtout est plutôt en chute. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, finalement, produire, la capacité de produire plus, elle est vraiment une capacité qu'on doit accueillir favorablement. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour demain ? Alors, il y a évidemment la question de la légitimité et le rôle du droit d'auteur qui est questionné parce que c'est censé protéger l'originalité. Si demain on a des quantités astronomiques de contenu et qu'on n'arrive plus à savoir ce qui relève de l'humain et ce qui relève de la machine, peut-être que le droit d'auteur sera voué à disparaître, tout simplement. C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, ça génère un impact économique très fort. Je vous donne un exemple dans le domaine du livre. Nous, on a pas mal d'illustrateurs qui font des couves de livres, qui faisaient des couves de livres. Ça leur apportait à peu près 500 € à chaque fois. Ça leur permettait de subvenir quand même à leurs besoins et de s'engager dans des contrats d'édition qui sont pas forcément bien rémunérés, en tout cas assez aléatoires. Et là, on se retrouve avec cette idée que si demain, il y a plus ces petits boulots à côté, ces boulots alimentaires, ces boulots secondaires, sans doute, ils pourront plus rester en activité. C'est la même chose globalement pour le domaine de la communication, qui est vraiment une activité en plus que les auteurs doivent pouvoir réaliser, sans quoi ils ne peuvent pas rester en activité professionnelle. C'est une vraie question.
On a des entreprises qui ont fait le choix de confier totalement leurs moyens de communication à l'IA. Je pense à Undies, qui génère même les textes qui sont associés à leur maillot de bain par ChatGPT. Donc c'est vraiment un full. Enfin, ils utilisent tout, quoi. Et donc nécessairement, c'est des boulots en moins. Donc on peut quand même poser cette question-là. Et puis à côté de ces pertes d'activité, ces pertes de revenus, il y a quand même la question de la surproduction. C'est ce que je viens d'éviter, et surtout de l'invisibilisation. On a un exemple qui est assez ancien aujourd'hui, puisque sur l'échelle de la temporalité de l'IA qui est très folle, forcément ça nous paraît être la préhistoire. Mais au moment où ChatGPT est lancé, on a un magazine qui dit stop, je refuse catégoriquement qu'on me propose de nouveaux documentaires écrits, parce qu'en fait j'ai reçu une quantité astronomique de propositions pour des publications. Et moi, là, je sais pas si c'est sérieux, pas sérieux. C'est tellement une quantité astronomique qu'il me faut du temps pour lire, pour comprendre que je vais publier ci ou je vais publier ça. Et donc, la réaction du magazine a été de faire appel aux auteurs qui étaient traditionnellement publiés comme un gage de confiance. Et donc, on a peur de ça. C'est le phénomène de renouvellement des générations de créateurs ou de créatifs. Et ce côté un peu entre soi, en attendant que les choses se calment, en attendant que les choses s'organisent peut-être autour de labellisation ou je ne sais pas. Alors évidemment, c'est moins mon domaine et je pense qu'il faut regarder la conférence qu'on vous a présentée l'année dernière pour aller sur ce sujet-là. Nous, ce qu'on voit actuellement, c'est que je voulais quand même le traiter, c'est tout ce qui est impact civilisationnel en droit, évidemment. Juste par le prisme du droit, ce qui nous fait peur, nous, si vous voulez, c'est plutôt les atteintes au droit à l'image. Parce qu'en fait, générer ces images qui impliquent des personnes connues, c'est aussi attentatoire à leur droit à l'image. Alors, il y a des réserves, hein, le droit à l'image ne peut pas être utilisé pour tout et partout, parce que quand on est une personnalité avec une notoriété, on doit accepter qu'il y ait des atteintes qui soient forcément portées au droit à l'image et au droit à la vie privée. Il n'empêche que il y a quand même toujours des garde-fous, et ce serait bien quand même de sensibiliser le public et de dire, là en ce moment il y a un truc qui tourne, c'est Harry Potter qui embrasse Voldemort, c'est non seulement attentatoire à l'image des acteurs, enfin quoi que des acteurs, vous avez compris que c'est, mais bref, c'est surtout attentatoire, ça reste attentatoire au droit de la propriété intellectuelle. Et c'est important de dire qu'il n'y a pas que le droit d'auteur, il y a aussi le reste, il y a l'atteinte à la réputation, enfin bref, c'est tout un tas de dispositifs. Le droit de la personnalité est très riche et il continue de s'appliquer. Alors, quelques pistes, peut-être avant de lancer les préconisations, c'est plutôt des mises en garde. Souvent, le juriste, il fait il est un petit peu celui qui met en garde. Moi, j'aime bien avoir aussi le rôle de, attention, on met en garde, mais faut aussi prendre des risques, quoi. C'est-à-dire que si on avait la réponse, s'il fallait attendre qu'on ait la réponse juridique pour tout, en fait, on ferait rien du tout non plus. Donc, il faut être un petit peu, mettre le curseur au milieu et simplement savoir quel risque on prend. Moi, si demain, on me commande un travail universitaire et que je le fais entièrement généré par ChatGPT, quelle responsabilité j'ai par rapport à mon éditeur? Ça, c'est une vraie question. Je vais pas répondre à la question. Mais c'est une question. De la même façon, si on me demande de faire une campagne de pub et que j'utilise uniquement des produits synthétiques, lesquels peuvent être utilisés par d'autres concurrents, quelle responsabilité juridique en découle? Il y en a une, évidemment. Je peux perdre ma qualité d'auteur. Je peux engager ma responsabilité contractuelle parce que peut-être j'ai pas été loyale en fait à utiliser ça sans dire à mon co-contractant que j'ai utilisé ce modèle d'IAG. Il y a des conséquences sociales, celles que j'ai évoquées. Il y a des conséquences fiscales, celles que je pourrais longuement évoquer, mais je sens que je parlerai de fiscalité un autre jour. Et puis, il y a aussi des conséquences techniques. Là, pour le coup, on voit bien, beaucoup d'auteurs ont décidé que si l'opt-out n'était pas suffisamment garant du respect de leurs droits, ils n'hésitent pas à mettre en place des mesures techniques, à utiliser d'autres garde-fous technologiques, par exemple Glaze pour les images qu'ils vont diffuser sur leur blog, de façon à se dire, voilà, j'empoisonne mes images volontairement. Si elles sont aspirées, elles auront à un moment donné ce petit effet négatif pour le développeur de l'IA qui avait qu'à pas les prendre. Alors tout ça est en cours de réflexion. Du côté des exploitants, faut aussi à un moment donné se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que faire des contenus synthétiques à ces auteurs, c'est aussi à un moment donné exploiter quelque chose dont on ne pourra pas revendiquer la propriété intellectuelle nécessairement. Et donc si demain j'ai un concurrent qui refait la même,
et que je suis pas foutu de dire en quoi ce que j'ai publié est original, je ne pourrais pas agir en contrefaçon. Il y a quand même ça à prendre en considération. Il y a aussi, alors peut-être c'est moins vrai aujourd'hui, mais moi j'ai l'impression d'être, je vous dis, d'avoir été en 2022. Je me souviens quand une bande dessinée, d'ailleurs c'était pas très loin d'ici, est sortie, ça a quand même généré un bad buzz. C'est-à-dire que le public est quand même exigeant. Le lecteur est attentif. Et honnêtement, nous, on l'a vu en conférence. Alors, peut-être après, ce sont des conférences orientées avec mes chers collègues de la Ligue des auteurs pros. Mais les lecteurs, nous disent, non, mais nous, on veut lire des travaux qui ont été générés par des humains, en fait. Nous, ça nous intéresse pas d'avoir la sauce ChatGPT pour savoir comment. Donc, il y a quand même une attente du lectorat. Ce serait important de ne pas se moquer du lectorat, d'autant qu'il n'est pas en grande forme, là. Les chiffres du Centre national du livre nous indiquent qu'il y a une chute du temps de lecture. Peut-être vous êtes concernés également. Mais c'est sûr que si demain, il n'y a pas de tri dans ce qu'on publie, quid de notre intérêt pour la lecture à ce moment-là? Des conséquences fiscales, je vous épargne ça également. Mais simplement pour dire, voilà. Et puis, côté utilisateur, je crois qu'on doit aussi attendre d'eux une certaine transparence. Après, est-ce que les gens vont jouer les jeux? Je pense, oui. Je suis assez positive, optimiste. Je sais qu'à l'université, les capacités de plagier, de faire de la contrefaçon dans les copies sont là depuis bien longtemps, bien avant qu'on ait ChatGPT. Et pour autant que, on a quand même toujours, pas toujours, il y a toujours eu des accidents de parcours avec des étudiants qui ont essayé de leurrer leurs enseignants. Ça sera sans doute plus difficile pour les enseignants de se faire une idée sur les copies qui seront entièrement générées par ChatGPT. Est-ce qu'on aura le temps de passer tout au détecteur pour ensuite avoir une idée? C'est ça, ou peut-être là, il y a une vraie réflexion à mener aussi à l'université, mais en gros, on doit attendre au moins une transparence, au moins une loyauté, une information, une labellisation, de dire, voilà, moi j'assume, j'ai écrit une partie de ce mémoire avec ChatGPT. Bon, je suis pas sûre qu'on fasse le... Vous voyez, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on n'est pas encore capable d'arriver à ce niveau de transparence. Donc, il va falloir, en quelque sorte, avoir une réflexion sur l'éthique. Et voilà. Et puis, je voudrais aussi finir sur les préconisations du Conseil culturel de Bretagne, puisque c'est quand même un rapport qui a été rendu... Alors, en 2024, on a auditionné l'intégralité des acteurs bretons dans tous les secteurs de la création. Je vous ai mis juste le sommaire pour vous montrer un petit peu que tout ce que je viens de dire, c'est aussi intégré dans le rapport avec ces mêmes enjeux juridiques dont on questionne l'opacité et la garantie de nous mettre à l'abri juridiquement. Et puis, on a surtout, nous, eu l'impression que la majorité des gens, bizarrement, n'étaient pas encore complètement capables de savoir la façon dont ça allait avoir des répercussions dans leur secteur, à proprement parler. Je trouve qu'il y a un problème de sensibilisation. Je suis ravie qu'il y ait ces semaines de réflexion commune, mais dans les secteurs les plus touchés, finalement, il y a assez peu de réflexion collective. Alors, quelques préconisations. Oui, alors la charte éthique, généralement, quand les juristes vous disent de faire des chartes éthiques, c'est qu'ils n'ont pas d'idée. Je vous le dis, nous, on n'avait pas d'idée, quoi. À la fois, vous imaginez bien que, comme le cadre légal se fait au niveau de l'Union européenne, les Bretons, si vous voulez, peuvent éventuellement revendiquer la mise en place d'un dispositif juridique, mais on n'est pas encore indépendant. Donc, on a proposé une charte éthique en attendant. Simplement, quand même, réfléchir autour de la transparence. Réfléchir autour de l'honnêteté, et être capable surtout de se justifier. Voilà, je recours à l'IA parce que j'ai besoin d'aller vite sur un projet. Très bien. Est-ce que le fait de devoir aller vite sur un projet nécessite systématiquement qu'on recourt à l'intelligence artificielle? C'est une vraie question sociétale, là, pour le coup. Parce que il y a quand même ces effets-là et ces enjeux contemporains aujourd'hui qui sont l'écologie, qui sont la surproduction, et donc peut-être il faut aussi réinterroger tout ça de façon globale, avoir une vision un peu macro. C'est aussi une loyauté économique. À partir du moment où je reçois des fonds de la région, qui sont quand même pas en baisse, on a de la chance en Bretagne, mais si vous regardez ce qui se passe du côté des Pays de la Loire, on peut dire qu'on assiste à un véritable carnage de coupures budgétaires dans le secteur de la culture. C'était la petite minute politique militante, et elle se termine aussitôt. Non mais c'est vrai, enfin je vois certains qui sont, c'est bien. Mais en gros, on est là quand même en train de se dire attention. Comment voulez-vous accompagner les structures face à ces enjeux de transformation quand d'un seul coup, les dernières subventions qui nous restent, ça va être pour liquider les ruptures conventionnelles des 2 salariés de l'association. On en est là quand même. Donc, si vous voulez, ça nous fait très peur et c'est la raison pour laquelle il nous semble que l'interprofession, en tout cas dans le secteur de la création, doit se saisir de ça en générant des chartes éthiques.
Le deuxième point, sans doute, ça va être de conditionnaliser les marchés et les aides publiques. Je vous dis pas de le faire tout le temps, je vous dis juste de le faire dans un premier temps. En attendant que tout ça soit mis à plat, en attendant qu'on ait en quelque sorte une réflexion conduite, construite, une politique plus forte, peut-être qu'on peut limiter l'investissement financier et je sais pas moi, soutenir un festival à condition que l'image qui avait généré le festival pour faire la promo de l'événement n'ait pas été faite par Midjourney. On peut quand même essayer de trouver 500 balles pour trouver, et demander à un illustrateur de faire ce travail. Enfin, je veux dire, si toute l'opération économique, elle se casse la figure au prétexte qu'on n'a pas été capable de payer un illustrateur pour l'affiche, bah, pourquoi est-ce que le public mettrait de l'argent pour ce festival? Vous voyez, c'est une réflexion, en fait. Donc, il y a quand même quelque chose là-dessus. Et puis, bah, pour évidemment contrôler, j'aime pas le mot contrôle, mais enfin, vous avez compris, réguler, c'est plus poli. Tout ça, il nous faut évidemment une structure. Je vous parle pas de créer une énième structure coordinatrice, mais simplement d'avoir une réflexion collective et d'avoir des représentants du cinéma, de la lecture, de la musique en Bretagne qui nous permettraient de développer justement une réflexion pour les prochaines années. Parce qu'en fait, il faut avoir une vision court-termiste, mais aussi moyen-termiste et long-termiste. La préconisation numéro 2, c'est de soutenir les créateurs et les créatrices. Alors, il y a plusieurs éléments que je voudrais ici apporter. D'abord, c'est la formation, parce que justement, la majorité sont pas du tout au courant de savoir comment est-ce que ça génère, quelles conséquences ça génère quand ils utilisent une IA. Donc peut-être il y a un accompagnement, une formation à prévoir pour les artistes et les auteurs, les artistes-auteurs et les artistes-autrices. Accompagner, ça veut dire aussi peut-être se réorienter. Ouais, enfin, je veux dire, à un moment donné, faut prendre les choses de façon frontale, quoi. C'est que si demain on n'a pas besoin d'autant de traducteurs, qu'est-ce qu'on va faire des traducteurs qui sont en poste actuellement et qui ont une trentaine d'années, en fait? Et c'est très concret, hein. Alors, ils font autre chose, d'accord, mais quoi? Et qui va financer leur droit à la formation? Parce que la majorité sont indépendants, n'ont pas suffisamment cotisé pour se reformer, et là, ils sont sortis et sur le terrain professionnel depuis longtemps. Enfin, retourner à la fac, ça a aussi un coût, vous voyez. Et ça, il faut qu'on le prenne en considération, mais tout de suite, là. C'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Et puis, à côté de ça, évidemment, il faut avoir une réflexion sur la labellisation des productions des créations humaines. Ça, je l'ai dit, donc je développe pas davantage. J'ai eu à cœur, moi, d'ajouter cette proposition de soutenir, avec un filet de protection, le statut des artistes. En ce moment, il y a 2 propositions de loi qui sont débattues, enfin, qui sont pas encore débattues, qui ont été enregistrées à l'Assemblée nationale d'une part et au Sénat d'autre part, pour la mise en place d'une continuité de revenus. Je vais être aussi un peu cash, ça sera la 2e minute politique et promis après juré, j'arrête. Mais en gros, comme on a pillé massivement le travail des artistes et des auteurs pour pouvoir entraîner les modèles d'intelligence artificielle en vue de générer des produits qui viennent directement en concurrence avec eux et qui les mettent dans une situation problématique, peut-être qu'on peut réfléchir à, je sais pas, mettre en place une intermittence qui leur permettrait au moins d'avoir un revenu de remplacement pendant les prochaines années, là, juste pour pouvoir se retourner. Et puis ensuite, et enfin, et je m'arrêterai là, c'est sensibiliser et former les publics. Sensibiliser les publics sur les impacts de ces contenus générés par l'IA. Je n'ai pas parlé d'écologie, parce que je suis pas du tout spécialiste, mais le si peu que j'ai vu dans les lectures qu'on m'a demandé de m'approprier pour la préparation de l'étude du CCB était plutôt flippant, puisque non, ce n'est pas neutre d'utiliser une intelligence artificielle et que sans vouloir être moralisatrice, il y a quand même une question à soulever aussi pour tout simplement l'avenir de la création, mais pas que. Ça dépasse largement la création. Et puis, intégrer des modules sur l'usage éthique de l'IA dans les formations initiales et continues pour toutes et tous. Moi, en tant qu'enseignant-chercheur, je l'ai vu cette année, j'ai dirigé des mémoires et j'ai bien conscience que c'est vraiment un outil qui a été rapidement utilisé par nos étudiants. Je voudrais simplement qu'il y ait une réflexion sur la délégation excessive, sur la façon dont ça peut avoir quelles répercussions ça peut avoir dans le processus créatif. Je veux dire que des vieux comme moi, on utilise ChatGPT dans notre travail. On a été habitué à cogiter, on a eu l'angoisse de la page blanche, on s'est fait des nœuds au cerveau, on a eu des cheminements intellectuels pas toujours géniaux, mais souvent quand même qui tiennent la route. Mais concrètement, on a été habitué à faire ce que j'appelle du jus de crâne, vous voyez,
souffrir sur la copie. À un moment donné, si ça devient hyper facile de générer des lignes, quel est l'intérêt en fait? Donc il y a quand même des modules à intégrer et des réflexions à mener sur ça dans le secteur de la création et aussi dans le secteur peut-être de l'enseignement. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai tenu le temps et je vous invite à commander sur Amazon tout de suite ce petit chapeau pour afficher votre appartenance à la culture bretonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était passionnant. Et ici, en tout cas, on n'a aucun problème à avoir des minutes politiques, et même plus que des minutes. Donc, on peut continuer la discussion. Au contraire, c'est un peu l'enjeu de la semaine. Où tu vas, là? Non, je vais nulle part. De toute façon, j'ai interdiction de poser des questions, parce que les questions, c'est pour les étudiants. Okay. Et pourtant, j'en ai 50 qui me brûlent les lèvres. Mais le temps de parole est pour les étudiants. Donc, je vais respecter la règle. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question. J'ai vu sur une entreprise qui a été créée il y a 1 ou 2 ans qui permet de faire de la création par prompt en fait de musique. Aujourd'hui, si on paye un abonnement, ils proposent des licences commerciales pour utiliser justement les musiques générées par l'IA. Au niveau du droit, vu que vous montrez que tout ce qui est généré par du prompt, même si aujourd'hui ça n'a pas encore été tranché, on n'est pas vraiment sur de la propriété intellectuelle, comment ils peuvent se permettre justement de proposer des licences commerciales? Est-ce qu'il n'y a pas un flou juridique justement? Complètement. Alors là-dessus, je trouve que c'est assez aventureux de leur part de proposer déjà des licences commerciales sans avoir quand même une certitude de la façon dont le droit s'applique. Et à la fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si l'activité économique attend d'avoir les premiers résultats juridiques, on ne peut pas être en situation de blocage. Donc vous voyez, à la fois je pointe et à la fois je me dis il nous faut aussi des personnes qui se lancent, qui se mettent à dos le droit pour être sanctionnées et qui donnent finalement un phare qui éclaire pour tout le monde, si vous voulez, cet océan-là. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous signez une licence commerciale avec... c'est pas parce que vous faites un contrat avec quelqu'un que tout de suite, vous êtes au-dessus des normes. On dit le contrat vaut de loi pour celles et ceux qui font les conventions. Mais si demain, on considère que l'objet de votre convention, il est illicite, la convention, elle tombe et elle peut être condamnée, si vous voulez, parce qu'elle ne respecte pas le droit. Vous avez parlé d'une composition musicale ou de compositions musicales. Qu'est-ce qui nous garantit que celles-ci n'ont pas été générées sur la base de données qui ont été aspirées sans respect du droit des titulaires qui sont interrogés? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dans ce cas, vous vous retrouvez à utiliser des compositions musicales, peut-être de nature contrefaisante, ce qui, évidemment, questionne votre responsabilité contractuelle. Enfin, pardon, votre responsabilité et celle du contrat, vous voyez? Donc, ça vous met pas à l'abri, en fait. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai pas très bien compris, par contre, le rapport entre l'IA et la fiscalité. Si vous pouvez juste expliquer grossièrement, sans rentrer trop dans les détails. Je savais que ça vous passionnait. Je vous ai vu, à chaque fois que j'utilisais le mot fiscalité, on sentait une appétence toute spécifique. En droit fiscal, on a mis en place des régimes spécifiques pour protéger certains biens d'exception. Vous savez, il y a une TVA à 20 points pour les produits de la vie courante, et puis pour les livres, par exemple, on est sur une TVA à taux réduit. C'est une TVA à 5,5, ce qui fait que ça impacte moins le coût d'achat du livre quand vous avez une TVA qui est moindre. Vous me suivez jusque-là? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait pour le livre? Parce que le livre est un bien d'exception culturelle. Maintenant, si je gère des quantités astronomiques de livres avec ChatGPT que je fais illustrer uniquement par Midjourney, est-ce que je suis face à quelque chose qui peut être qualifié d'exceptionnel au point de mériter un régime dérogatoire de TVA? Vous me suivez davantage? Et ça questionne parce que le vendeur de pizza qui va la faire homemade, sa pizza, et qui est à 20 points, lui, il n'a pas la TVA à 5,5. Mais celui qui génère des contenus, je sais pas, alors en plus, ça pullule sur Amazon. Les deux principaux domaines éditoriaux dans lesquels il y a du livre ChatGPT à fond, c'est le livre jeunesse et c'est le développement personnel. Pour vous aider à aller mieux au quotidien dans la gestion de vos risques psychosociaux, allez sur Amazon, il pullule des ouvrages de développement perso. Tout ça, c'est entièrement généré par ChatGPT et donc nécessairement se pose la question de savoir pourquoi est-ce que je mettrais une TVA à 5,5 pour ce produit qui n'a pas, a priori, l'apparence d'un bien exceptionnel. Voyez l'idée?
C'est juste un aspect. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Si vous me posez d'autres questions en droit fiscal, je serais ravie d'ouvrir une autre porte. Il y a une question là. Oui. Où ça? Ici. Ok. J'y vais. Je cours. Non, il y a pas de... Bonjour. J'ai vu récemment, au-delà de ne pas respecter les droits d'auteur, certains grands noms ont utilisé des moyens illégaux pour, a priori, pour obtenir des livres. Je pense à Meta, par exemple, dont il y a eu un article, je crois que c'est de The Atlantic à ce sujet. Est-ce qu'il y a des moyens actuels pour contrecarrer ce genre de pratique? Parce que un humain normal qui télécharge, a priori, il y a amende. Alors évidemment, on l'a vu, hein, il y a beaucoup de sites pirates qui regorgent de livres qui sont aspirés de façon déjà illicite. Donc déjà, il y a les bibliothèques illicites posent question. Ça, c'est évident. On a régulièrement des décisions qui nous permettent d'aboutir à la fermeture de ces sites. Mais j'ai envie de vous dire, sitôt que le site est fermé, il réapparaît ailleurs. Donc la solution juridique, elle n'est pas efficace, très clairement. Et puis surtout, c'est après un processus contentieux qui a coûté beaucoup d'argent, souvent, et qui est assez long. Donc, les bibliothèques illicites existent, et en plus, on le sait, vous le dites, elles font la joie des développeurs d'IA qui vont aller chercher ici des données de façon à pouvoir... Enfin, il y a tout à portée de main, donc c'est fabuleux. Alors, en ce moment, il y a une décision... il y a une action en cours. Le Syndicat national de l'édition, le SNAC et la Société des gens de lettres, qui sont deux organisations qui représentent des auteurs, ont assigné Meta justement pour, en contrefaçon de droit d'auteur, sur la base de l'article que vous avez justement évoqué, qui démontre, il y a quand même une question de preuve, hein, ça va pas être si évident que ça, hein, mais qui en tout cas nous dit que concrètement l'entraînement s'est fait sur la base de données qui ont été pillées. Donc ça nous donne quand même des chances d'imaginer que on obtiendra gain de cause en justice. Sauf que, si vous reprenez les éléments juridiques que je vous ai donnés tout à l'heure, le développeur de l'intelligence artificielle, il va se dire quoi? Il va se dire, mais moi, en fait, je suis dans l'exception TDM. Je n'ai pas à vous demander l'autorisation pour reproduire vos ouvrages puisque je suis dans le cadre de l'exception. À cela, on pourra répondre que oui, mais c'est uniquement si la source est licite. Et comme là, la source est illicite, on a quand même une petite faille là qui nous donne des chances d'aboutir à une décision positive. Je vais quand même faire un pas de côté. Si on obtient une décision positive, on va imaginer une sanction pénale et une sanction civile. Quel est le niveau de d'indemnisation qu'on obtiendra pour rembourser le préjudice qui va être subi par des quantités astronomiques d'auteurs du livre? C'est ça la question aussi. Donc même si on vous dit « oui, c'est pas bien de faire ça », c'est super, c'est une décision symboliquement importante. Mais la question, c'est quelles sanctions il va y avoir derrière. Et à ma connaissance, ils ont demandé 1 euro de dommages et intérêts. Voilà. Ouais. J'allais juste dire un truc en complément, mais c'est pas grave. Merci beaucoup pour la présentation, c'était hyper intéressant. J'aurais une question par rapport aux exceptions, justement. Vous avez pas mal parlé de l'article 4, mais je trouve déjà que l'article 3 ouvre pas mal de possibilités, vu que la plupart des modèles, en particulier des modèles de langue, sont des modèles de recherche. Et même s'ils sont pas tous open source, ceux qui le sont déjà pré-entraînés et ils sont tellement complexes que les poids sont pré-entraînés et on a accès à tous les paramètres du modèle, mais on sait pas forcément actuellement sur quoi ils ont été entraînés. Donc comment est-ce que même sans l'article 4, l'article 3 permet pas de faire tout ce qu'on veut? Moi, je suis assez d'accord avec votre point de vue. Alors, j'ai pas le niveau de connaissance que vous avez, vous, pour le dire, mais j'ai une décision de justice qui nous vient d'Hambourg, dans laquelle c'est très intéressant parce que justement, on est face très clairement à des usages qui pourraient s'apparenter davantage à ceux de l'article 4, et pour autant qu'ils le sont, le défenseur s'est engouffré dans l'article 3 en se disant mais tout ça c'est à des fins scientifiques, et comme c'est assez large la notion de fin scientifique, et comme finalement il y avait en l'espèce un organisme de recherche et d'institution du patrimoine culturel qui était concerné, on était sous le joug de l'article 3. Alors qu'est-ce qui se passe? Le régime est un peu différent, il n'y a pas l'opt-out, c'est juste ça. Donc ça veut dire que l'application elle est quand même aussi problématique. Juste pour info, il y a quand même une petite voie intéressante, c'est que l'article 3, alors transposé en droit français, oblige
les partenaires à signer des accords professionnels. Ça veut dire qu'en gros, les titulaires de droit d'un côté et les représentants de ces différentes structures qui procèdent à de la fouille de données à des fins de recherche scientifique devraient normalement être autour de la table et signer des accords pro. Donc peut-être qu'on pourrait imaginer que là, vous voyez, la réponse se trouve pas juridiquement, mais plutôt dans des accords professionnels. Mais je suis d'accord, l'article 3 est déjà problématique. Ce sera une bonne question à poser à Patrick Pérez du labo QTI, une fondation non-profit qui vient demain nous faire un exposé là-dessus et du coup, tu auras l'obligation de poser la question. Est-ce que l'IA Act, qui est mise en place jusqu'en 2027, répond à certaines des inquiétudes sur les droits d'auteur? Malheureusement, alors oui, à certains égards, non, pas assez, justement parce que l'IA Act, ça reste un cadre général, hein, c'est pour toutes les IA. Hein. Donc vous voyez, nous là, on a vraiment décidé de focaliser sur une parcelle du sujet qui est beaucoup plus large. En tout cas, il pose la question de la transparence, ce qui est quand même au cœur de nos réflexions. Accéder à la donnée pour savoir quelle donnée est concernée, ça c'est quand même important. Après, il renvoie quand même au processus de négociation. Et malheureusement, en ce moment, au niveau de l'Union européenne, les acteurs de la création qui sont à Bruxelles et qui négocient ensemble pour un code de bons usages n'y arrivent pas, n'arrivent pas à s'entendre. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, mais concrètement, on a d'un côté les plateformes qui se lèvent et font le jeu de la chaise vide, et puis les titulaires de droit qui partent les uns après les autres parce que fatigués, usés de voir que ces négociations collectives n'aboutissent à rien du tout. L'IA Act, il a une vocation à s'appliquer progressivement dans le temps. Il est censé être totalement appliqué à partir de juillet 2026, je crois, ou août 2026, à vérifier. Mais est-ce que vous dire c'est bon, tout sera réglé à ce moment-là non, c'est pas possible. Tout ne sera pas réglé à ce moment-là. Ça, c'est une évidence. Et je voudrais ajouter à cela que c'est quand même grâce à la jurisprudence qu'on aura justement des précisions et que celle-ci, on l'attend et elle va pas mettre un an pour arriver, quoi. Voilà. Ah, merde. J'ai plein de questions. Merci. Je produis de la musique, je produis du code et en général, je choisis des licences open source qui obligent à une transparence et ne permettent pas un usage commercial. Pour autant, je suis quasiment certain que tout ce que j'ai fait a pu être pompé allègrement. Est-ce qu'il y a une initiative qui vise à identifier des contenus qui sont protégés de la sorte et est-ce que ces contenus sont vraiment protégés in fine? Alors là, c'est vrai que quand on décide de faire un pas de côté vis-à-vis du régime commun qui est celui de la protection en sortant et en choisissant le libre, le caractère libre, c'est un peu compliqué ensuite de se dire tiens, finalement je vais quand même réutiliser les mécaniques juridiques qui me permettent d'interdire si j'ai décidé moi-même de mettre sous l'égide d'une licence libre. Il n'empêche que, on l'a pu le constater. Je prends notamment, vous savez, les licences Creative Commons qui sont à plusieurs endroits capables de vous donner des autorisations partielles ou complètes. Eh bien, même celles-ci n'ont pas été suivies de respect. C'est-à-dire que quand on dit, moi, je veux bien que vous réutilisiez tout, mais en revanche, pas d'atteinte à mon droit moral ou, je ne sais pas, moi, vous respectez ma paternité et pas d'exploitation commerciale. En fait, à partir du moment où c'est englobé et utilisé en vue de vendre des services d'IAG, c'est totalement irrespectueux des conditions contractuelles qui sont imposées par la licence. Donc vous voyez, même ceux qui ont décidé peut-être de s'extirper un peu du régime de droit commun du droit d'auteur, qui est très strict, en fait, même eux ont du mal à faire appliquer le peu de règles qu'ils ont bien voulu laisser en application. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais on a aussi des problèmes avec eux, ouais. Il n'y a aucune initiative? Pas d'initiative à ma connaissance, si ce n'est des initiatives de sensibilisation. J'ai vu un site rappeler justement quel était l'enjeu du libre et pourquoi est-ce qu'il était quand même important de respecter ce qu'il restait encore de cadre dans un univers qui en gros a tendance plutôt à être justement ouvert, quoi. Ouais. Actuellement en recherche, et il y a des gens qui travaillent là-dessus à l'IRISA,
on travaille sur le tatouage des œuvres pour que ce soit indétectable, on va dire, et qu'elles soient toujours réutilisables. Ça marche aussi. Il y a des gens qui travaillent sur le tatouage, même des données tabulaires ou des choses comme ça, pour que si jamais elles soient réutilisées par une IA, ce soit détectable en fait, avec des clés, des choses comme ça. Donc techniquement, il y a de la recherche sur ce sujet-là. Après, je suis pas sûr que ça rentre dans le contexte qui a été discuté là. Mais... Et puis ça remplacera jamais l'éthique des gens. On a eu le témoignage de Julien Perron qui est directeur technique à Ouest France. Et bon, les journalistes aussi sont confrontés à ce problème-là. Le Monde a décidé de faire un partenariat avec ChatGPT parce que de toute façon ils pouvaient pas lutter. Ouest France se pose des questions. Ils ont fait un voyage sur la côte ouest. Effectivement, il y a des moyens techniques aussi pour empêcher définir ce qui est crawlable et pas crawlable avec des fichiers robots.txt qui sont sur le site web. Et clairement, c'est des entreprises en fait qui crawlent les données et qui font l'intermédiaire avec ceux qui les exploitent. Bon, certains disent qu'ils respectent cette policy. Et d'autres s'en cachent pas, ils disent, nous, on s'en fout complètement. Nous, on crawl tout ce qu'il y a à crawler. Donc, de toute façon, la moyen technique, c'est une chose, la responsabilité personnelle et éthique des gens, c'en est une autre. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je partage cet avis. Il y a en tout cas un enjeu de la donnée fiable, fraîche et qu'il faut prendre en considération dans le domaine de l'information. C'est exactement ça. C'est pour ça d'ailleurs que on voit bien. C'est intéressant parce que on focalise sur le marché de la donnée, dont on ignore complètement la valeur d'ailleurs. Enfin, on essaie de trouver des grilles qui nous permettraient d'évaluer, tiens, la valeur de cet article quand il est aspiré. On a eu des premiers exemples, nous, dans le secteur du livre, où par exemple, chez HarperCollins, ils signent des contrats avec les auteurs pour dire, un ouvrage, pour une session de 3 ans, ça vaut 2500 €. Vous voyez? Donc, on a des grilles de lecture, mais c'est encore très flou. Les accords sont très, très flous. Ouais, je vais juste poser une question sur les slides. À un moment, vous montrez des images de couverture de livres, et vous montrez une couverture de livre qui a été faite par quelqu'un, et puis je pense générée par une IA. Oui, c'est vrai. Et j'ai pas compris ce qui se passait ici, en fait. Ouais, c'est ça. Alors c'était celle-ci. En fait, c'est la fabrique des lendemains. C'est celle-ci là. Et c'est drôle parce que l'éditeur en question, c'est les livres de poche, avait plutôt une attitude au tout départ où Midjourney débarque, plutôt protectrice vis-à-vis de son corps d'auteur, en disant non, nous on va faire attention à ne pas recourir à l'IA pour nos couvertures de livres parce qu'on sait que derrière il y a des économies qui sont en jeu et il n'est pas question qu'on publie un ouvrage avec une couverture IA. Pas de bol, il commande une couverture à un humain qui fait générer la couverture par une IA, et donc on se retrouve avec celle-ci là. Aujourd'hui, ça vous paraît évident que c'est de l'IA? Je sais pas, moi je suis que juriste, mais j'ai l'impression quand même que j'ai un regard de plus en plus capable d'identifier ce truc, cette espèce de pellicule jaune un peu là qui vient. Remarquez, vous avez pas la même chose que moi, je vois là sur mon ordi, mais en gros, vous voyez bien que c'est de l'IA. Alors, ils se rendent compte de ça, bad buzz, hyper critiqué. Donc en fait, pour la beauté du geste, ils ont fait refaire la couverture par un vrai humain et ils ont ressorti l'ouvrage quelques mois après. Voilà. Alors moi, vu d'ici, mais j'entends que j'aurais dit que c'était l'autre qui était générée par IA et celle-là. Celle-ci. Non. J'aurais dit que celle-là a été faite par un humain et l'autre à côté générée par IA. Comme quoi. Bon, ouais. Voilà. Alors voilà, ça se trouve, c'est enregistré, donc je dirais pas grand-chose, mais peut-être que les deux le sont et. Mais non, a priori, non. Après, c'était un peu logique, peut-être, que l'auteur humain s'inspire de la précédente couverture. Bon. Sur celle-ci, c'était la première de Michel Lafon. Ça avait été assez critiqué aussi, parce que, Michel Lafon, surtout pour cette autrice, peut-être vous la connaissez ou pas, c'est Divergente. Ça vous parle? Bon, a priori, on sait qu'on va vendre le bouquin. Hein. On n'est pas sur un truc qu'on lance, dont on ne sait pas si ça sera le bouquin, vous savez, dont le succès est évidemment aléatoire. Et là, ils avaient fait le choix justement de passer par une couverture IA. Là, c'est pareil, c'est même histoire, quoi. Donc ça se fait de plus en plus, ouais. Ça pose la question aussi justement sur l'appétence et la responsabilité du consommateur ou du public. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez assez confiante sur le fait que le public allait réclamer des contenus originaux. Et c'est vrai, par exemple, quand on a vu la grève des scénaristes Netflix,
on a, en tant que consommateur, on a pu voir une baisse de la qualité du catalogue Netflix. Enfin, c'est ce que j'ai envie de penser, et de penser aussi que je suis assez intelligent en tant que consommateur pour penser que le catalogue Canal+, par exemple, en série, il est plus original parce qu'il y a des vrais scénaristes. Et pour autant, cet été, il y a une polémique avec cette musique générée par l'IA sur Deezer, où en fait, avant que ça n'explose et qu'on sache que c'était une musique générée, bah, les gens consommaient et ils voyaient pas la différence. Bah, c'est évident. Après, combien de temps en fait on va se faire encore cette réflexion-là à partir du moment où le travail de qualité est, enfin en même temps, je présume que le travail humain est forcément de qualité. On peut aussi à un moment donné faire un pas de côté et se dire que non, en fait, on a aussi beaucoup de créations humaines qui peuvent être critiquées. Mais à partir du moment où on n'est plus en mesure de faire la distinction, oui, c'est ça qui est inquiétant. Moi, je travaille beaucoup avec Denis Bajram. Alors, peut-être vous connaissez cet auteur de bande dessinée. Il a plein de succès à son actif et il est notamment connu pour avoir sorti récemment Goldorak en France. Et lui me disait que ça y est, en fait, il était plus capable de distinguer ce qui relevait entièrement de l'IA et ce qui ne relevait pas de l'IA. Alors qu'à une époque, c'était quand même quelque chose qu'il arrivait à détecter tout de suite, quoi. Donc moi, quand je sais que Denis Bajram se fait leurrer, je me dis bon, bah, on est foutu. C'est-à-dire qu'à quel moment notre esprit critique va être encore suffisamment vif pour faire la différence, quoi. D'ailleurs, pour faire la transition avec l'exposé de demain de Patrick Pérez, il est passé au téléphone Sun il y a quelques mois, là, juste avant l'été, et il faisait la démonstration de l'imitation de la voix de Fabienne Synthèse avec QTI. Je sais pas si vous avez entendu ça. En fait, il y a eu un moment donné, ça a un peu bugué. Ils ont relancé l'algo. Moi, j'étais en voiture à ce moment-là, j'écoutais la radio, et ça a été très troublant moment pour moi parce que je savais plus si c'était Fabienne Synthèse ou QTI qui parlait. C'est assez perturbant en fait. C'est très perturbant. Nous, on travaille pas mal avec des auteurs, avec justement les représentants de Me touche pas ma VF. Peut-être vous l'avez entendu parler de cette association. Elle est notamment, l'une des responsables, c'est la voix de Sangoku. Alors c'est marrant parce que, moi, je réalise un rêve quand je la vois parce que j'ai souvenir de ces dessins animés d'enfance. Mais elle nous dit que ils ont vraiment du souci à se faire parce qu'aujourd'hui, dans les offres qui sont proposées, c'est carrément de faire lire vos livres avec la voix de qui vous voulez. Sans aucune espèce de considération pour le travail qui a été fait en amont, ni même de savoir si la personne a autorisé à ce qu'on lise un livre avec sa propre voix. Donc, ils sont face à un tsunami de questions juridiques qu'il va falloir évidemment traiter, quoi. C'est très compliqué. Juste pour rebondir sur ça, il y a déjà des acteurs qui vendent leur image et leur voix. Donc, au-delà de l'avoir par qui on veut, on peut juste dire que une fois qu'un acteur aura vendu sa voix, bah, plus besoin de VF. Il y a un acteur qui peut faire tous les livres. Ouais. Donc là, on peut rien faire parce qu'il a vendu sa voix. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire aussi peut-être sensibiliser ces gens sur l'impact de leurs décisions, d'être peut-être aussi dans la recherche. Vous voyez, c'est un truc tout bête, mais on en avait discuté à l'occasion du contre-sommet d'intelligence artificielle avec Vincent Elbaz, qui est un acteur français, qui expliquait que finalement, quand par exemple on se réveille à 3h du matin sur un lieu de tournage au cinéma pour, vous savez, se faire des balafres un peu partout en vue de tourner une scène d'action, il y a 10 personnes qui sont déjà réveillées dans le studio et on vous dit demain, tu pourras les faire sans aucune... et puis c'est l'IA qui le fera post-production. Ça questionne aussi sur le métier parce que, je veux dire, se réveiller à 3h, c'est peut-être pas plaisant pour tout le monde, mais dans le cadre de l'élaboration d'un film et d'avoir la tronche du type un peu balafré qui va justement se battre, peut-être que ça donne aussi du sens au jeu qu'on est en train de mener. Donc, je veux dire, c'est pas que juridique, c'est pas que civilisationnel, sociétal, c'est aussi peut-être l'intégrité même de notre travail dont on parle là. Vous voyez, ces complications, je veux dire, les maquilleurs, parfois, quand ils ont des difficultés, c'est ça aussi qui fait la beauté de leur travail. Si demain on leur dit, mais grâce à l'IA, tout va être simplifié, est-ce qu'on a envie d'avoir un métier simplifié? Je veux dire, on doit réfléchir profession par profession à ce qu'on veut faire, en fait, avec ce travail demain, quoi. C'est pas, enfin, c'est un peu du vent, là, je suis navrée de finir là-dessus, mais, je veux dire, une voix, elle incarne une émotion. Si demain elle est entièrement synthétique, elle n'incarnera pas l'émotion. Ça, c'est évident. Voilà. La question, c'est quid des générations demain qui ne seront biberonnées qu'à ces contenus synthétiques? Est-ce qu'il y aura pas un impact? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il sera négatif? Je pense qu'il sera sans doute négatif. Donc, il faut qu'on soit juste hyper vigilant. C'est tout. Voilà.
Ça, c'est intéressant parce que c'était une problématique sur laquelle on a travaillé à Technicolor, justement, sur le maquillage digital, etc. Mais les agents d'acteurs, qui sont la profession la plus puissante à Hollywood après les producteurs, en fait, eux, ont intérêt à ça parce que ça veut dire qu'on peut même générer des revenus après sa mort. Ouais. Et pour ces ayants droit, ça peut être une perspective intéressante. Ouais. Ça interroge le partage de la Au valeur. secours. Ouais. Le ruissellement de toutes ces fortunes qui sont hyper concentrées. Et donc, ça ouvre évidemment d'autres champs de réflexion. Mot de la fin? C'était le mot de la On fin. a encore... Ah bah ça dépend. J'allais dire qu'on avait encore le temps pour 2-3 questions vu qu'il est 27, mais... Ah bon, bah alors on n'a pas le droit d'être en retard. Non. Bah on s'arrête là alors? Ok. Merci encore Merci à vous, pour cette infiniment. intervention. Merci beaucoup.